Cette façon-là de négocier, où d'une part vous êtes pondéré, puis d'autre part on exagère un peu ces demandes, est-ce que ça mène obligatoirement vers des lois spéciales? Bien, il y a une tendance, que je dirais, parce qu'il y a eu un changement au niveau de l'encadrement de R20. R20, c'est la loi qui régit l'industrie de la construction. Il y a eu un changement. Cet amendement-là est survenu en 2011, lors d'un projet de loi à l'Assemblée nationale, qui était le projet de loi 33, qui est devenu la loi 30, puis qui a amené un lot d'amendements à l'intérieur du cadre de la loi R20, qui fait en sorte que on a déséquilibré les forces d'une certaine façon. Expliquez-vous. On demande à l'intérieur de cette même loi-là qu'il y ait un protocole avec les 5 associations syndicales. C'est une obligation que nous avons. Soit même si on a une majorité au niveau des salariés, on ne peut pas négocier une convention collective et signer une convention collective à moins d'être 3, comme je l'expliquais auparavant. Au niveau des patrons aussi, il y a eu la référence de main-d'œuvre. Ça a déséquilibré les forces, à mon avis. Et là, on a senti peut-être une montée plutôt agressive de la part des patrons qui a fait en sorte que, disons qu'au niveau de la négociation, si je peux me permettre, au niveau de 2013 versus celle de 2017, on a senti une montée des patrons, une confiance avec un déséquilibre des forces. Et là, on a senti le vent d'un voile pour les patrons d'y aller de façon beaucoup plus prononcée. Une sorte d'attitude, on va les casser, les syndicats. Effectivement, on a l'impression que de connivence peut-être en partie avec un gouvernement, que les syndicats sont peut-être un peu moins à force égale avec nos vis-à-vis. Et c'est là que je pense qu'au niveau des conventions collectives, quand on les négocie, ça amène peut-être une confiance au niveau des patrons qui n'était peut-être pas présente auparavant. Avez-vous l'impression d'avoir perdu un rapport de force avec l'application de ces lois spéciales-là? Vous faites à peine quelques jours de grève et tout de suite, ça tombe, la loi spéciale. C'est un droit de grève qui n'en est plus un. Tout à fait. Tu sais, pour ce qui est de 2017, disons, si je veux faire un regroupement avec 2013, parce que c'est indissociable, hein? Ce qui s'est passé en 2017, c'est une répétition de ce qui s'est passé en 2013, ou une continuité, si on veut. En 2013, il y a eu un gouvernement qui a adopté une loi spéciale et qui nous a reconduits vers une négociation de plus d'1 an. C'est-à-dire qu'en 2013, on a fait un retour forcé au travail. Donc, à ce moment-là, les syndicats, évidemment, ne peuvent pas pratiquer le rapport de force, ce qui fait en sorte que ça nous amène vers un retour au travail, comme je disais. Et à ce moment-là, nous donner un délai de 1 an pour arriver à s'entendre. Mais quand on enlève ce rapport de force-là à un syndicat, je pense que là, la stratégie patronale est assez évidente. Ça semble quand même plus simple, parce que là, on vient de déséquilibrer le rapport des syndicats, et on sait qu'au final, on va se retrouver où? Probablement devant un arbitrage. Et peut-être là, l'importance de mettre une panoplie de demandes, d'en mettre, en fait, comme je disais, une liste d'épicerie pour pouvoir arriver à dire, bien, plus j'ai des demandes, plus j'ai de chances au niveau arbitraire d'arriver et de passer ce que j'ai à passer, sachant très bien qu'à l'inverse, le syndicat ne peut pas répondre ou ne peut pas pratiquer son rapport de force. Là, pour 2017, vous n'avez pas 1 an pour négocier avant d'aller en arbitrage. Vous avez eu beaucoup moins que ça, là. La loi spéciale est claire, le projet de loi 142 qui a été déposé en Assemblée le 29 mai dernier, nous reconduit 5 mois en négociation pour finalement atterrir vers un arbitrage. En 2017, autre loi spéciale, cette fois-ci, beaucoup moins de temps pour vous entendre avant d'arriver à l'arbitrage. Trouvez-vous ça suffisant? La première fois, comme je disais, on avait 1 an. Maintenant, on a 5 mois pour s'entendre. Sinon, on va déboucher sur un arbitrage obligatoirement. C'est écrit au niveau de la loi. Ça fait votre affaire, l'arbitrage? Ou est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est juste pour tout le monde? Bien, moi, je dirais que présentement, c'est surtout une stratégie patronale, bien plus qu'une stratégie syndicale. Et je m'explique. On arrive de façon responsable au départ avec 15 demandes de part au niveau du syndicat et peut-être une 50aine de demandes au niveau du patron. Donc, peut-être que c'est envisagé dès le départ une stratégie arbitraire pour les patrons. Alors que pour nous, c'était vraiment d'arriver de façon négociée.
Maintenant, le rapport de force, lui, étant le suivant, c'est que si syndicat ou patron, parce que le patron aussi a son droit de lockout, tout comme le syndicat a son droit de grève. Si on veut pratiquer un rapport de force comme dans n'importe quelle sphère d'activité, bien nécessairement, on va y aller de part et d'autre avec ce qu'on a comme rapport. En sortant, comme le gouvernement l'a fait au niveau des médias, alors qu'on n'a même pas exercé encore un droit de grève, et en disant qu'on va sortir une loi spéciale qui va venir mettre fin à ça parce que l'économie de cette industrie-là est trop importante, bien nécessairement, nous, de notre côté, ça l'enlève notre rapport de force. Et quand ça l'enlève, ce rapport de force-là, bien là, on peut comprendre que le patron, lui, va adopter une stratégie qui va bien plus s'enligner vers un arbitrage que d'aller vers une négociation. Donc, le patron calcule, lui, qu'il va en avoir plus en allant en arbitrage qu'en négociant avec les syndicats. C'est ce qu'on pense, effectivement. Parce que, comme je vous ai dit au départ, on a 20 ans pour monter nos conventions collectives. Depuis 1997 déjà, on négocie nos conventions collectives. On est en 2017. On a bâti les conventions. Il y a eu les décrets, il y a eu les conventions collectives. Nécessairement, nous avons bâti les acquis que nous voulions avoir, qu'on jugeait opportun. Et là, ça a été négocié de part et d'autre de bonne foi et c'était un gain de la part des syndicats. Et là, aujourd'hui, on voudrait revenir et défaire ça dans les 4 dernières années. Les patrons voudraient débâtir ce qui a pris 20 ans à bâtir. Fait que qu'il y ait des demandes, que les patrons aient des demandes, on trouve ça tout à fait légitime, sauf qu'il faut comprendre aussi qu'à un moment donné, si de notre côté, on arrive de façon responsable, il faudrait que ça se fasse des deux côtés, c'est pas unilatéral. Il faudrait qu'aussi ils soient responsables et que s'ils veulent faire des gains, bien, on n'a pas de problème avec le fait qu'ils fassent des gains et que nous, mais ils ne peuvent pas faire des gains, en fait, d'envergure majeure à chacune des négociations parce qu'ils ont décidé que ça allait être ça et prioriser des demandes qui n'ont pas d'allure, en fait. Vous atteignez facilement le consensus avec les autres associations syndicales face aux demandes patronales? Bien, la dynamique, c'est qu'on va effectivement, on va se mettre les 5 associations à réfléchir sur la demande patronale et prioriser ce qu'on pense qui pourrait être un échange potentiellement acceptable de part et d'autre. Donc, on va prendre toutes les demandes. Il y a des demandes qui reviennent, là, parce que tantôt, on faisait référence à 2013. 2013, là, c'est une copie conforme de 2017. Il y a 2 demandes très agressives de la part des patrons, soit l'horaire de travail et le temps et demi. Pour bien comprendre l'horaire de travail, je peux me permettre d'expliquer au moins ces 2 points-là qui sont majeurs puis qui ont fait l'état d'une grève en 2013 et la suivante de 2017. Nous, pour notre part, on a ciblé la conciliation travail-famille parce qu'on veut que les gens comprennent correctement aussi qu'est-ce qu'est la demande du patron puis sa signification et son ampleur. Donc, quand on prend les 2 demandes, soit l'horaire de travail et le temps et demi, l'horaire de travail, au départ, la demande initiale du patron, c'était d'avoir un horaire de travail varié entre 5 heures le matin et 8 heures le soir, pas obligé d'être sur des chiffres continus, avec une reprise de temps les fins de semaine aussi, si Dame Nature est capricieuse, et accessible au départ, comme je dis, dans la demande initiale, c'était pas de façon volontaire. Si il pleut, disons, un mercredi, et puis son 40 heures n'est pas atteint à l'intérieur du lundi au vendredi, bien, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question non plus volontaire. On a l'obligation de rentrer le samedi et on doit faire obligatoirement le chiffre qui nous est demandé. Et ça amène son lot de problèmes incroyables. Ça va plus loin parce que l'employeur s'est dit, en plus de travailler le samedi, mais je vais te payer temps simple, je ne te paierai pas temps et demi. Parce que beaucoup ont dit des syndicats qui se réfugiaient derrière la conciliation travail-famille, mais que dans les faits, c'est une question d'argent. Ça, on a voulu mettre l'emphase beaucoup sur la partie économique. C'est-à-dire que les travailleurs, on a exhibé les salaires d'un travailleur au taux horaire. Le problème que ça amène sur un travailleur au taux horaire quand on exhibe son salaire, je pense qu'on peut difficilement trouver ou savoir combien une personne dans l'industrie gagne, combien ça prend pour gagner sa vie dans l'industrie, je m'explique. C'est plutôt vers l'ordre d'un T4 qu'on va être capable de savoir. À la fin de l'année, le salaire moyen pour quelqu'un dans l'industrie, c'est quoi? Parce que si on prend un taux horaire uniquement puis qu'on se met à faire des calculs, ben là, on va se dire, Colin, il gagne donc bien cher, lui. Pour un monteur-assembleur, on parle de 38 et 47 $. Le problème, c'est que si on
on amalgame à ça le nombre d'heures qui est effectué dans le domaine, au salaire, on se rend compte que finalement, ils travaillent juste 6 mois par année. Le salaire moyen dans l'industrie de la construction, les chiffres ont été émis par la CCQ, ce sont de l'ordre de 36 000 $. Fait que la partie économique au niveau du temps et demi versus le temps double, on comprendra qu'il y a des gens qui vont gagner leur vie puis leur salaire pour prévoir la séquence où ils n'auront pas de travail sur ce temps double-là, disons. Oui, il y en a qui font du temps supplémentaire pour réussir à s'en offrir un petit peu plus à tous les mois. Ou d'en mettre de côté. Le budget, là, oui, ou d'en mettre de côté. Ou d'en mettre de côté pour les mois qui vont suivre subséquemment où il n'y aura pas de travail. Alors, ça serait de leur enlever tout ce surtemps-là, en fin de compte. Là. Ben, en fait, ce qu'on veut faire, c'est carrément aller chercher dans l'acquis d'un travailleur, mais sans compensation nécessairement. On veut aller chercher un taux horaire. On dit, bon, ben OK, moi, je comprends que quand tu es en temps supplémentaire, c'est du temps double qui s'applique. Aujourd'hui, nous, on veut du temps et demi. Puis on voudrait te faire un échange par rapport à ça. Mais du temps double là, ou du temps et demi, là, peu importe, c'est à peu près de l'ordre de 3 % dans l'industrie complet. C'est surtout sur des chantiers d'envergure qu'on va voir le temps double ou le temps et demi. C'est dans ces grands chantiers-là où il y a des gens, où il y a des hommes et des femmes qui vont aller chercher le manque à gagner, comme je disais tantôt, pour ce qui va suivre, parce qu'on sait que la compensation au niveau de l'assurance-emploi, le chômage, c'est bien correct, mais d'être capable de prévoir, c'est pas juste des fois pour s'acheter un véhicule ou une grosse maison, c'est aussi d'être capable de prévoir. Fait que de faire le temps supplémentaire, c'est aussi dans la survie, puis dans l'économie viable à l'intérieur d'une industrie pour garder l'expertise puis les gens à l'intérieur de cette industrie-là, avec des conditions économiques qui vont faire en sorte que même si on ne travaille pas à l'année, au moins c'est intéressant de venir dans l'industrie.